À la une ce soir, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a remis hier jeudi son rapport 2024 sur l'état des droits humains à la présidence de la République. Devant le vice-président Thiemoko Meïle Kone, le CNDH a évoqué des progrès notables tout en relevant plusieurs défis persistants. Lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 12 novembre 2025 au palais présidentiel, plusieurs décisions majeures ont été annoncées à l'issue de la réunion, notamment la construction de centrales solaires dans 3 régions du pays, la création d'un corridor de transport régional et l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord international de 2022 sur le café. Notre sujet de société nous amène à Daloa. Le parcours des élèves du groupe scolaire Huberson se transforme chaque matin en véritable trajectoire au risque. Le passage incessant du poids lourd à proximité immédiate de l'établissement expose les enfants à un danger permanent et alimente l'inquiétude grandissante des parents. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a officiellement transmis, ce jeudi 13 novembre 2025 à Abidjan, son rapport 2024 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire à la présidence de la République. Cette remise intervient conformément à l'article 3 de la loi numéro 2018-900 du 30 novembre 2018 qui impose au CNDH. Recevant le rapport au nom du chef de l'État, le vice-président Thiemoko Meïle Kone a rappelé l'importance de cet instrument dans la gouvernance nationale. La remise officielle du rapport annuel du Conseil national des droits de l'homme à la présidence de la République constitue un exercice de transparence et de responsabilité qui illustre la maturité démocratique et la vitalité institutionnelle de notre pays. Cet exercice traduit également l'attachement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la promotion et au respect de la dignité humaine et surtout des droits fondamentaux des citoyens. Le gouvernement examinera ce rapport avec la plus grande attention afin de formuler surtout des observations et en plus d'en tirer les enseignements nécessaires pour renforcer les politiques publiques en matière de droits humains. De son côté, la présidente du CNDH a mis en avant à la fois les progrès enregistrés et les défis persistants dans l'effectivité des droits humains au cours de l'année 2024. L'abolition de la peine de mort par la ratification par notre pays, le 3 mai 2024, du deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, confirmant son abolition définitive. Les libertés d'association et de manifestation par la prise d'une ordonnance pour réguler la vie associative et renforcer la transparence des organisations de la société civile. Au niveau de la lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire enregistre des progrès significatifs avec une baisse de 32% dans le secteur du cacao suite à des actions intensives. La situation des détenus de nationalité étrangère dans les établissements pénitentiaires, dont 3211 ne peuvent ni lire et ni écrire en français, sur un total de 6740 détenus visités. Le reste ne bénéficie pas de l'assistance consulaire. Sur les détenus en attente de jugement, 4547 sur 23 515 détenus attendent un premier jugement. 3698 au-delà des délais, 3291 ont interjeté appel et 520 ont formé un pouvoir en cassation. Au niveau de la santé, les conclusions de l'enquête réalisée en 2024 par le CNDH révèlent que sur 572 personnes disposant de la carte CEMU, 257 usagers, soit 45%, disent ne pas bénéficier des prestations de la CEMU. Quant à l'éducation, les conclusions d'une enquête réalisée par le CNDH dans 415 établissements scolaires au cours de l'année académique 2023-2024 révèlent que 272 présentent un déficit d'enseignants pour le cycle primaire et 143 pour le cycle secondaire. Le CNDH a également révélé avoir enregistré 3163 plaintes sur l'ensemble du territoire national en 2024.
tout type de droits confondus, grâce à ces différents canaux de saisine. Ces données constituent une source précieuse pour mesurer les préoccupations récurrentes des citoyens et orienter les actions prioritaires de l'institution. Ce mercredi 12 novembre 2025, le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures majeures, parmi lesquelles la construction de centrales solaires dans les régions du Bafing, du Gontougo et du Poro, afin de répondre aux besoins énergétiques des populations. Le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier portant approbation de l'avenant numéro 1 de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 50 MW à Bondoukou, dans la région du Gontougo, en Côte d'Ivoire, dite Convention Amea Power. L'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 58,6 MW à Touba, dans la région du Bafing, en Côte d'Ivoire, dénommée Convention Scaling Solar Touba. L'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 52 MW à Tongon, dans la région du Poro, en Côte d'Ivoire, dénommée Convention Tongon Solaire. L'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 49,7 MW à Laboa, dans la région du Bafing, en Côte d'Ivoire, dénommée Convention Scaling Solar Laboa. Le Conseil a également validé la création d'un corridor de transport, un projet destiné à renforcer la mobilité et les échanges économiques entre les États signataires, tout en préservant l'environnement. Le deuxième décret adopté porte ratification du traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Ce traité porte sur un projet autoroutier long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime reliant 8 pays allant du Cap-Vert à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal. Autre point à l'ordre du jour, l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord international de 2022 sur le café. Une initiative qui vise à renforcer la filière et à promouvoir un développement durable sur les plans économique, social et environnemental. Le troisième décret adopté par le Conseil est un décret ratifiant l'accord international de 2022 sur le café, adopté le 9 juin 2022 à Londres, au Royaume-Uni. Cet accord international, le 8e du genre, adopté depuis la création de l'Organisation internationale du café, suite à l'autorisation du Parlement marquée par la loi du 11 juin 2025, ce décret ratifie l'accord international de 2022 sur le café. À travers ces décisions, le gouvernement réaffirme sa volonté d'impulser une croissance durable, axée sur l'innovation, la coopération et le bien-être des populations. Dans un entretien accordé à un média étranger, le 22 octobre dernier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé son retrait de la vie politique active. Âgé de 80 ans, l'ex-chef d'État, acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale, a déclaré qu'il ne briguera aucune fonction politique à l'avenir, ni au sein de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Ayant pris connaissance de cette décision, les populations se prononcent. Pour certains, cette décision est salutaire. Toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a une fin. Et vu l'âge qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il mérite cela. Il mérite qu'il se repose. Parce que tout ce qu'il a fait, c'était dans l'intérêt des Ivoiriens. Donc, il a aussi une vie, il a une famille. Donc, je pense que c'est légitime. Pour moi, c'est salutaire. Monsieur le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il a plus ou moins mené le bon combat pour la nation, pour le peuple ivoirien. Et s'il estime qu'aujourd'hui il doit aller à la retraite, bon, c'est son choix. C'est son choix à lui-même. Et nous, la population, nous ne pouvons que l'encourager parce que lui-même aussi s'est tellement battu et on sent aussi qu'il est fatigué. Pour d'autres,
Il serait judicieux pour les plus anciens de la classe politique ivoirienne de suivre cette même voie dans le but de faire place aux jeunes générations de leaders politiques. À 86, tu as fait quelque chose de 25 ans jusqu'à 75 ans, normalement il fallait aller à la retraite. Quel que soit ses collègues dans la vie politique, tout le monde de côté, quel que soit, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit le président Alassane Ouattara, tout le monde doit aller à la retraite, puis laisser la Côte d'Ivoire à la jeunesse pour préparer un avenir meilleur pour le pays. On peut la considérer brusque, en ce sens où la majorité des Ivoiriens s'attendaient à ce qu'ils soient encore au devant des choses. Mais après, il faut savoir garder du recul. Comme je l'ai dit, sous le poids de l'âge, il faut savoir raison garder. Et je pense que même si c'est brusque, c'est bienvenu et il mérite vraiment de prendre cette retraite-là. Il se retire, mais il laisse ses lieutenants sur le terrain. Voilà, sinon c'est déjà une bonne nouvelle de se retirer, se reposer. Il a dit, je me retire, je me repose, mais politiquement il sera là. C'est ce qu'il a dit. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et politiquement il sera là. Il sera là. Et il est toujours un acquis pour la Côte d'Ivoire. Il est toujours un pilier pour la Côte d'Ivoire. Dans un pays, si tout le monde veut s'élever, vous voyez que le pays ne peut pas avancer. Voilà. Si l'autre pense que peut-être le petit frère décide de même battre la terre pour que tout le monde puisse avancer, bon voilà. Mais je pense qu'il doit encore réfléchir mûrement. Notons que les élections législatives en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 27 décembre prochain. Le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, a annoncé qu'il ne prendra pas part à cette élection. Le parti souhaite un report de ces élections. Ce jeudi 13 novembre, l'Université libérale d'Abidjan a rassemblé la nouvelle génération des bâtisseurs du libéralisme africain. Placée sous le thème Jeunesse et femmes, renforcer l'avenir libéral de la Côte d'Ivoire, cette 3e édition co-organisée par la Fondation Friedrich Naumann a réuni plus d'une centaine de participants. Responsables politiques, universitaires, diplomates, mais surtout des jeunes et des femmes décidés à faire bouger les lignes. En tant que juriste, en tant que jeune femme, j'incite d'abord les femmes de mon âge, les filles, à d'abord s'intégrer, à s'engager pour leur avenir. C'est-à-dire, faire d'abord le bénévolat, apprendre, se former pour devenir ce qu'on veut demain. Certes, il y a des jeunes qui sont engagés, mais il y a des jeunes qui ne veulent pas s'engager parce que pour eux, c'est d'abord l'aspect financier. C'est-à-dire, ils doivent avoir quelque chose dans ce qu'ils font. Et pour devenir cadre demain, pour devenir quelqu'un d'influent, il faut apprendre. Un message fort, appuyé par des experts qui ont plaidé pour une liberté économique au service d'un développement équitable. Qui mieux que les jeunes pouvaient mettre en avant les défis auxquels ils sont confrontés. Donc les défis de leadership, les défis de positionnement, les défis de formation aussi, ils l'ont relevé. Et les défis également, si vous voulez, liés à leur quotidien, donc à la précarité de vie. Parce qu'ils avaient aussi besoin d'avoir confiance ou réavoir confiance au système politique qui est en place. C'est l'engagement des femmes et des hommes, et des jeunes surtout. Et comme nous savons que ces deux composantes en Côte d'Ivoire sont des composantes extrêmement importantes, l'une fait la moitié donc, de la population ivoirienne, presque on va dire au niveau des femmes, et l'autre fait plus de 70% de la population ivoirienne. Nous avons l'obligation de former ces deux composantes pour que désormais la Côte d'Ivoire soit totalement libérale et la Côte d'Ivoire puisse avancer, la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, de liberté, avec des ressources partagées. À l'issue des travaux, un réseau de jeunes et de femmes libéraux est né, porteur d'idées et de propositions concrètes. À Adjamé Liberté, l'anarchie d'hier fait peu à peu place à l'ordre. Les zones autrefois marquées par le désordre sont désormais réaménagées, plus propres et mieux structurées. La nouvelle gare, dont les travaux touchent à leur fin, transforme déjà le quotidien. Installation modernisée, circulation fluidifiée, stationnement sécurisé, le site prend forme et séduit les usagers qui redécouvrent leur environnement. Vraiment, la commune d'Adjamé, on est très fiers. On est fiers. Parce que tous les sites qui étaient là, en 2015-20, aujourd'hui, par la grâce des deux,
il n'y en a plus. En tout cas, Liberté est très propre. Et moi, je vais mener ce combat-là aussi avec eux pour les aider à nettoyer la commune de Liberté. Monsieur le gouverneur, ce qu'il a fait, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Depuis qu'on est né, on n'a jamais vu ça. Pour dire que non, voilà magasin, femmes, venez, vous allez vendre dedans. C'est monsieur le maire et puis monsieur le gouverneur qui ont fait ça pour nous. Aujourd'hui, nous voyons tous à Djamé, sur les grandes artères, il y a un véritable changement. Parce que moi, en tant qu'enfant d'Adjamé, je suis en train de lutter pour l'insécurité dans ma commune. Et je vois un monsieur venir vraiment arranger ma commune, venir vraiment mettre ma commune aux yeux de tout le monde. Tout le monde parle aujourd'hui d'Adjamé. Vous avez partout, on remercie monsieur le gouverneur. C'est vrai qu'on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli en un si peu de temps. Le district autonome d'Abidjan pilote l'ensemble des transformations. Réaménagement du rond-point Liberté, création de nouvelles gares pour délocaliser une partie du transport urbain, rénovation de la gare Baka et mise en place d'un marché restructuré. Une visite d'inspection a eu lieu ce vendredi 14 novembre pour évaluer l'avancement avant l'inauguration prochaine. Cet espace sur lequel nous sommes est d'une contenance de 4000 m². Nous l'avons aménagé en pavé, de concert avec les services techniques de la SOTRA, tout en respectant les normes qui régissent en matière de création de gares, de bus. Et nous l'avons fait. Il faut dire que ces petits commerces, ces petits marchés, ces deux blocs, 20 par derrière et les 40 d'autres qui font 60 magasins, ont un impact direct sur 300 ménages et un impact indirect sur 3500 personnes. Rassurez-vous que la commune d'Adjamé reçoit 3 millions de personnes par jour. En temps, la population d'Adjamé est estimée à 348 892 habitants. À ce stade où nous sommes à 90% de la réalisation des travaux. D'ici un mois, nous avons procédé à la remise des ouvrages, en tout cas aux bénéficiaires, en l'occurrence la SOTRA et la mairie d'Adjamé. Ces actions s'inscrivent dans les projets à impact immédiat du district autonome d'Abidjan, visant à améliorer le cadre de vie, stimuler l'activité économique et renforcer la sécurité. À terme, plusieurs centaines de commerçants et des milliers de visiteurs en bénéficieront. Chaque matin, élèves et enseignants du groupe scolaire Huberson à Daloa affrontent le danger d'une route transformée en passage pour les poids lourds. Ce vendredi 14 novembre, entre 7h et 10h du matin, 28 camions ont été recensés, soit un toutes les 6 minutes. Depuis le bitumage de cette voie, de nombreux chauffeurs venus de Mans ou de San Pedro empruntent le raccourci, rendant la circulation intense. Les parents d'élèves sont de plus en plus inquiets pour la sécurité de leurs enfants, car ici, le danger est constant. Chaque matin, pour venir accompagner notre fille, c'est tout un problème. Quand on vient les accompagner ici, on rentre, nous ne sommes pas tranquilles. On est obligé de venir les chercher nous-mêmes. Maintenant, si nous sommes occupés, qu'on envoie les enfants, nous ne sommes pas tranquilles, vu que la route est vraiment dangereuse. Lorsque nous déposons notre enfant et puis étant à la maison, notre cœur n'est pas tranquille parce que vraiment étant à la maison, nous sommes tous inquiets puisque il n'y a pas de clôture même. Donc les enfants peuvent sortir pour des besoins personnels et puis quelque chose peuvent les arriver sur la route. Même à l'intérieur des classes, le vacarme perturbe les cours. Il devient difficile pour les enseignants de se faire entendre et encore plus pour les élèves de rester concentrés. Les gros camions nous fatiguent. On n'arrive pas à faire les cours convenablement. Et lorsqu'ils sont en train de passer, on est obligé de mettre une pause avant qu'ils ne finissent de passer. Lorsqu'ils vont finir, c'est là maintenant qu'on reprend encore les cours. Il y a beaucoup de facteurs qui gênent le dispensement de nos cours. Les bruits, les cas d'accident, les véhicules roulent à vive allure. Ça fait que ça met en danger les élèves. Un élève a déjà été victime d'un accident qui a eu le pied fracturé. Des accidents ont déjà été recensés sur cette voie. Le directeur de l'EPP Huberson Katbad a été lui-même victime d'un accident de moto sur cette route. Face à cette situation, les responsables du groupe scolaire Huberson multiplient les appels à l'action. Moi-même, j'ai été victime d'un accident lorsque j'entrais dans mon service. Une moto qui roulait à vive allure
n'a pas fait attention au signalement que j'ai fait et qui nous a percutés. Et l'école est située sur une descente. Si on ne met pas des panneaux de limitation de vitesse pour essayer de régler la circulation, si un camion est défaillant, avec la descente, le dégât sera inimaginable. C'est un véritable problème parce que depuis que ce nouveau goudron est arrivé, les gens circulent sans même tenir compte du passage des enfants. Les gros camions passent, les taximètres passent, les motos, ça, on n'en parle pas. Ça nous pose beaucoup de désagréments. On a eu beaucoup d'accidents ici déjà. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Entre insécurité routière et conditions d'enseignement difficiles, les acteurs du système éducatif demandent des mesures urgentes. Clôture du groupe scolaire, ralentisseurs, signalisation, voie interdiction du passage des poids lourds pendant les heures de classe. Autant de solutions nécessaires pour protéger les enfants du groupe scolaire Huberson avant qu'un drame ne survienne. Dans l'optique d'améliorer la qualité des services publics de proximité à travers le déploiement de volontaires d'appui dans les espaces communautaires, l'Office de service civique national a lancé ce 14 novembre dans la commune d'Anyama un programme de formation destiné aux jeunes volontaires. Cette initiative vise à préparer ces derniers à mieux servir les populations au sein des structures communautaires. Nous avons 708 volontaires qui seront placés auprès de 64 communes sur toute l'étendue du territoire national. Ces volontaires seront appelés à mener des tâches d'appui auprès de l'administration de proximité, auprès de l'administration locale, auprès de l'administration communale. Il s'agira essentiellement des tâches administratives, des tâches d'appui logistique. Il s'agira également de l'appui à la collecte de données ou de taxes. Et donc la formation qui a lieu aujourd'hui va servir à préparer ces jeunes-là à pouvoir mener de façon efficace, de façon efficiente leurs différentes missions sur le terrain. Et les dites missions qui vont durer pendant 6 mois en immersion donc auprès de ces administrations locales. À l'issue de cette première séance de formation, les jeunes bénéficiaires ont aussi exprimé leurs attentes pour contribuer efficacement au développement de leur localité. Cela nous permet d'avoir des qualifications encore plus sur ce que nous avons appris à l'école. Donc cela me permet. C'est ce qui m'a motivé à venir m'inscrire pour le volontariat. Pour moi, personnellement, j'ai un BTS en gestion des collectivités territoriales qui est pour le fonctionnement de la mairie. Donc vu cela, avec les connaissances que je vais apprendre, cela me permet de plus mettre ces connaissances-là au service de ma commune et du pays. Pour moi, d'abord, je suis titulaire d'un BTS en informatique. Et j'ai fait le stage à la mairie d'Anyama ici. C'est une très belle initiative. On va forcément gagner en expérience. Pour intégrer ce programme de volontariat, les candidats doivent être de nationalité ivoirienne, âgés de 18 à 35 ans, titulaires au minimum du brevet d'études du premier cycle BEPC ou d'un diplôme équivalent. Ils doivent également disposer de compétences en administration, gestion, communication ou informatique et résider dans la localité où ils seront déployés. Elle n'a que quelques années, mais déjà une grande mission. Bohou Zenab Kendra, mini-Miss Intellect Côte d'Ivoire 2025, veut prouver que l'intelligence du cœur n'a pas d'âge. Son projet, venu en aide aux enfants de la rue. La jeune ambassadrice du savoir et de la solidarité a présenté son initiative le 12 novembre dernier dans la commune de Yopougon. J'ai organisé une activité de sensibilisation au sein de mon école pour sensibiliser mes camarades sur le fait que plusieurs enfants sont exposés à de mauvaises compagnies, la drogue et l'alcool. Chers amis, je vous invite à ne pas fumer la drogue, à ne pas être accompagné de mauvaises compagnies, à respecter vos parents, à suivre tous les conseils que nos parents nous donnent, à ne jamais manquer les cours à l'école et toujours être studieux. À travers ce projet, la mini-Miss compte mobiliser des partenaires, sensibiliser les élèves de son école et proposer des actions concrètes pour soutenir les enfants défavorisés. Cette activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre troisième objectif, celui de
valoriser les causes sociales, promouvoir la cause sociale. Alors on a notre mini-Miss Intellect Côte d'Ivoire 2025, dont le projet social est de soutenir les enfants de la rue. Nous, en tant qu'organisateurs, nous devons d'accompagner notre lauréate dans la réalisation de son projet. Je leur ai dit de ne pas faire comme les enfants de la rue, c'est-à-dire ils n'ont qu'à être respectueux avec leurs parents, ils n'ont qu'à venir à l'école. Ils vont se promener avec des amis qui ne veulent seulement que du mal, pas du bien, qu'ils soient un peu studieux dans leur vie, qu'ils soient arrangés, afin de ne pas devenir des délinquants dans le futur. Petite par la taille, mais grande par le cœur. Avec Bohou Zenab Kendra, la mini-Miss Intellect 2025, l'avenir de la Côte d'Ivoire s'écrit avec compassion et un brin de magie enfantine.